me fait plaisir de retrouver les cafés, oui. Peut-être qu'ils ont des cafés en main. Mais les collègues du café politique, vous voyez, j'ai parlé des cadeaux tantôt, là. Je suis toute débalancée, là, mais c'est pas tout de suite les cadeaux. François Gravel, on vous joint à Caraquette. Bonjour, François. Pas tout de suite les cadeaux, Martine, vous l'avez dit, plus qu'une semaine avant que Jacques et moi sèmerons la joie et le bonheur au sein de la classe politique néo-brunswickoise en distribuant les cadeaux aux politiciens qui ont marqué la dernière année. Et je peux déjà vous dire en exclusivité, Martine, que le Père Noël du café politique a encore une fois été très généreux. Écoutez, c'est Saint-Nicolas, le Père Noël, la fée des étoiles, tout ça en même temps, là, le café politique de la semaine prochaine. Et on va commencer par cette semaine. Jacques Poitras, bonjour. On vous joint à Fredericton. Bonjour, Jacques. Bonjour, j'ai ma liste déjà préparée sur mon téléphone. Ouais, je suis certaine que vous avez hâte à cette édition spéciale. Mais là, pour aujourd'hui... Alors, on manque pas de matière quand le vérificateur général dévoile ses rapports. Et donc, on propose les 2 premiers segments sur ce qui s'y retrouve. Je vais commencer avec vous à Fredericton, Jacques. Parlons des urgences, ce qui se retrouvait dans le rapport Martin concernant la santé. Bien, il n'y avait pas vraiment une surprise pour personne qui est allé aux urgences récemment. Cet rapport, le vérificateur général a même questionné, disait que son bureau a même questionné si c'était mérité de sortir cet rapport parce que les conclusions étaient tellement évidentes déjà. En bref, 1/3 des patients qui se rendent à l'urgence ne sont pas vus par une médecin dans le temps approprié. Et au niveau 1, le plus urgent, presque mort, selon le ministre de Santé, seulement 56% étaient vus par une médecin immédiatement. Maintenant, le ministre Dr. Dornan questionne ce chiffre-là, ce pourcentage-là, mais pas la conclusion ou la perspective globale sur la situation que M. Martin a eue. Mais Dornan dit, et c'est vrai que le gouvernement a déjà pris des mesures pour répondre à cet rapport. Ils vont réviser comment ils font le budget base pour les urgences, ce qui n'était pas révisé depuis 2008. Ils ont des nouvelles mesures de comptabilité qu'ils mettent en place. Au niveau politique, c'est intéressant maintenant, parce que nous sommes dans cette période qu'on voit souvent quand le gouvernement change, que les rapports du vérificateur général touchent sur le bilan de l'ancien gouvernement. C'est vrai. Alors, c'est beaucoup plus facile pour le gouvernement actuel de parler de les étapes qu'on est en train de prendre pour changer la situation. C'est un peu une période de grâce pour les libéraux avec ces rapports cette semaine. De votre côté, François, sur ce qui touche les urgences, la santé dans le rapport de Paul Martin? Effectivement, il y a personne qui était sous le choc d'apprendre qu'il faut attendre longtemps dans les salles d'attente des urgences au Nouveau-Brunswick et je présume dans la plupart des autres provinces aussi. Le ministre de la Santé, John Dornan, ce n'est pas une surprise non plus. Il vient de passer 24 heures dans une salle d'urgence pour vivre ce que d'autres patients ont vécu. Des choses intéressantes quand même dans ce rapport-là. La première, on a des chiffres, ça c'est bien. Là. Plus précisément, 66% des patients qui attendent trop longtemps à l'urgence, comparativement au délai d'attente raisonnable qui est défini. 17% des patients qui baissent les bras, là, qui quittent l'urgence avant d'avoir été examinés, là, en se disant « tant pis, c'est juste trop long, j'abandonne ». Un autre élément sur lequel insiste le directeur général de stratégie pour réduire le temps d'attente, c'est vrai, ça, quand on n'entend jamais parler d'un plan précis pour essayer de modifier, de réorganiser le système. La stratégie semble toujours être il faut plus de médecins, on a une pénurie de personnel. Hein. Alors, et aussi, le ministre de la Santé, de toute façon, ne compile pas les temps d'attente au service d'urgence. C'est-à-dire qu'il peut vérifier quelles sont les attentes dans le système aux 15 minutes, selon le gouvernement. Mais ce n'est pas compilé. Alors, ça fait que c'est difficile de réussir à comprendre la nature du problème. On peut même pas savoir, par exemple, s'il y a des hôpitaux qui tirent leurs épingles du jeu, qui réussissent à mieux se débrouiller que d'autres, et s'il y en a au contraire qui ont des temps d'attente inacceptables par rapport à la moyenne provinciale. Alors, sans ce type de données, c'est difficile d'apporter les changements qui s'imposent, et c'est ce qu'explique le vérificateur général. Intéressant. On passe au prochain volet.
Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick, je vais rester avec vous, François, s'est aussi penché sur ce qu'on a mis de l'avant comme travaux routiers, sur l'entretien des routes. Et vous parliez de données, justement, pour un grand pourcentage des travaux. Est-ce qu'il y avait vraiment des données probantes qui disaient c'est là qu'il faut investir, c'est là qu'il faut aller donner une priorité, alors qu'on a des besoins urgents et il en va même de la sécurité publique par moment? C'est un thème qu'on retrouve en fait dans ces deux parties du rapport du vérificateur général. Un peu la même chose que pour les temps d'attente en santé. Le vérificateur général ne se contente pas de nous dire que les routes sont en mauvais état, comme il ne s'est pas contenté de dire que le temps d'attente dans les urgences est trop long. Il nous arrive avec des données, des chiffres. Il nous révèle là aussi l'absence de stratégie du gouvernement provincial, cette fois-ci pour réduire le nombre d'accidents mortels sur nos routes. Le Nouveau-Brunswick a un très mauvais bilan, c'est connu, et le rapport du vérificateur général nous rappelle qu'en 2023, Transport Canada s'est intéressé à la question et il nous a révélé que nous sommes la province avec le plus grand nombre de décès sur ces routes par habitant. Sauf que le vérificateur va encore plus loin. Là. Il nous révèle que, contrairement à d'autres provinces, le gouvernement provincial n'a pas d'objectif de réduction du nombre de décès sur les routes. Et surtout, il n'a pas de stratégie non plus pour diminuer le nombre de victimes. Ce qui n'est pas si étonnant quand on y pense. On le voit avec l'alcool au volant, Martine. Au Québec, il y a la SAQ, la Société des alcools du Québec, qui produit régulièrement des campagnes choc contre l'alcool au volant, alors qu'au Nouveau-Brunswick, Alcool NB a produit plutôt récemment une campagne publicitaire avec l'intelligence artificielle pour encourager la population à acheter ces produits. Là. La sensibilisation à cette époque de l'année, c'est beaucoup l'affaire d'Opération Nez Rouge, hein, pas vraiment du gouvernement, on dirait ici. Et c'est ce qui fait qu'en ce qui a trait à l'alcool au volant, c'était prévisible, je pense, que cette même absence de stratégie concertée se fasse ressentir à propos de la sécurité routière. C'est vrai que le contraste est frappant là, entre les campagnes qu'on voit au Québec et ce qu'on ne voit pas au Nouveau-Brunswick à ce chapitre-là. De votre côté, sur les routes, Jacques? J'étais intrigué par la discussion dans le rapport de ce fameux système de gestion des actifs, un système quantitatif dans le département qui est supposé de mesurer les priorités routières, choisir des projets basés sur des chiffres. Mais M. Martin a trouvé que dans 27 % des cas, les petits projets d'asphalte et chip seal étaient choisis contre ce système-là, et dans 22 % des cas, c'était des projets qui étaient choisis, mais pas pour l'année actuelle. Alors, presque la moitié des projets allaient contre ce système. Et c'est intéressant parce que les politiciens parlent de ce système-là depuis une quinzaine d'années. C'est supposé d'empêcher l'ingérence politique dans les décisions. Le ministre Chasson a expliqué que souvent, des routes ont il y a une détérioration des conditions plus rapide que ce système prévoit. Et l'ancien ministre progressiste conservateur, Bill Oliver, l'a appuyé d'une certaine façon en disant que la formule dans cette fameuse système quantitatif souvent compte comment longtemps quand la route était construite sans vraiment aller voir directement en personne la condition. Alors, si une route a 10 ans, là, ça va recommander un projet, même si la condition est encore bonne. Alors, cette discussion éternelle de les choix politiques et des choix objectifs pour des projets routiers continue encore. On va passer donc au troisième sujet. Et je vais rester avec vous à Fredericton, Jacques, parce que la première ministre était très fière d'annoncer qu'elle dépassait son objectif pour l'année de création de cliniques collaboratives. C'est vraiment le fer de lance de ce gouvernement pour dire on veut diminuer la pression justement sur les hôpitaux. On parlait des urgences un petit peu plus tôt, mais là, parlons-en de chiffres. On en balance plusieurs, mais il y a encore beaucoup de monde, Jacques, qui sont sur une liste d'attente, justement, au Nouveau-Brunswick pour voir un médecin, là. Absolument. Le ministre Dornan a dit 125 000 personnes dès octobre qui attendent toujours d'être attachées à les soins primaires, soit un médecin ou une infirmière praticienne ou un de ces cliniques-là. La mathématique n'est pas bonne avec le rythme de ces annonces-là, parce que, première chose, on peut questionner, est-ce que c'est vraiment des nouveaux cliniques? Souvent, c'est des cliniques qui existent déjà, qui sont transformées en soins collaboratifs. Mais
la réduction sur la liste d'attente, ou pas la réduction, mais le nombre de patients qui vont être attachés à ces 10 cliniques qui étaient annoncées cette année, c'est 14 000. Bien, à ce rythme-là, après 3 ans et 30 cliniques, ça veut dire 42 000 personnes. Bien, si la liste d'attente est 125 000, c'est presque impossible de l'éliminer complètement avant la fin du mandat libéral, comme le ministre Dornan veut faire. L'objectif est de attacher 85 % des Néo-Brunswickois à soins de médecin ou une infirmière praticienne. C'est difficile à voir avec ces chiffres-là comment ils vont atteindre cet objectif. Le ministre dit qu'il est optimiste que le rythme va accélérer, mais ça reste à voir. Oui, c'est un vrai accomplissement. Ça peut transformer les soins primaires, mais c'est pas tout à fait rapide. Ça ne suffit pas, finalement, à répondre à cette liste qui n'arrête pas de grandir, François. N'empêche qu'il y a aussi une stratégie politique là, derrière tout ça, sans doute. C'était une promesse électorale. Vous l'avez bien dit, Martine, en disant que c'est le fer de lance du gouvernement J'ajouterais que c'est la priorité de ce gouvernement-là à l'interne. Là. Un peu comme l'était la lutte au déficit pour le gouvernement X. Là, pour les libéraux misent énormément sur ces cliniques et jusqu'à maintenant, ça fonctionne politiquement. C'est la même stratégie que pendant la campagne électorale, en effet. Se souvenez-vous, tous les jours ou presque, Susan Holt pouvait s'arrêter dans un endroit différent dans la province et promettre une clinique de santé collaborative. Et maintenant, le moment est venu de les livrer. Et chaque fois qu'il y en a une nouvelle, que ce soit une toute nouvelle clinique ou une ancienne qui est transformée, la première ministre et ses ministres se déplacent sur les lieux pour faire l'ouverture officielle, pour vanter cette formule. On a des médecins qui viennent nous dire à quel point ils aiment cette nouvelle formule de travailler en équipe, à quel point ça fonctionne, qu'ils vont prendre de nouveaux patients. Alors, tout ça, ça donne beaucoup de visibilité positive au gouvernement. L'avenir va nous le dire si les cliniques vont réellement contribuer à réduire de façon très importante le nombre de Néo-Brunswickois sans accès à un médecin de famille, mais Susan Holt et son équipe semblent croire que oui. Alors, en attendant, chaque annonce, chaque ouverture représente une nouvelle positive pour le gouvernement dans un domaine qui touche de très près l'électorat, c'est-à-dire les soins de santé. Et on entend souvent des témoignages de médecins là, qui vendent la formule. Et surtout, c'est une stratégie que, pour les patients, et les électeurs, ça représente quelque chose d'un peu plus concret, de plus solide que la vision du gouvernement précédent qui lui misait sur la création de liens santé NB, sur visite NB aussi, souvenez-vous, pour rencontrer un médecin par vidéoconférence. Alors que là, on arrive avec des cliniques, c'est concret, on sait où elles sont situées. C'est un changement que les personnes qui ont accès à ces cliniques-là peuvent vivre immédiatement. Alors, si en plus, les cliniques de santé devaient permettre de recruter des médecins insatisfaits au Québec, eh bien, la première ministre aura de quoi vanter son bilan. En effet, mais là, il y a une entente possible là, entre les omnipraticiens et le gouvernement du Québec. Je ne sais pas, ça va faire rétro-pédaler certains médecins québécois qui étaient prêts à venir au Nouveau-Brunswick. On verra. Mais là, c'est l'heure de vos cafés pour cette semaine. Et je retourne dans la capitale, vers vous, Jacques Poitras. Quel café vous avez pour qui cette semaine? Café corsé pour Ernest Drapeau, le juge du cour d'appel, qui a dit dans une décision hier qu'il voulait ouvrir une nouvelle voie vers la réconciliation, une voie plus claire entre les nations Wolastoqey et la couronne. Il a déposé une décision qui limite un peu la poursuite des Wolastoqey revendications de titres. Il exclut les terrains privés des grandes compagnies forestières qui étaient réclamés par le Wolastoqey. C'est technique pourquoi, mais en fait, la poursuite est maintenant un peu plus simple, alors ça se peut que ça peut dérouler un peu plus vite, sauf les Wolastoqey se disent très déçus avec cette décision. Ils vont essayer d'aller en appel au Cour suprême. Alors, c'est pas la fin de ce premier chapitre de l'histoire. J'ai aussi un café sucré pour la première ministre Susan Holt, qui, juste en temps pour Noël, va annoncer aujourd'hui qu'elle a trouvé un autre outil pour baisser le prix d'essence dès la semaine prochaine. Après toute cette fiasco avec le Carbon Adjuster et la décision de la Commission sur l'énergie qui l'a remplacé avec une autre prix, ils ont trouvé une façon de changer dans les règlements la définition de l'essence qui
à la base de cette formule qui va permettre, selon le gouvernement, que la semaine prochaine, vendredi prochain, quand le prix est fixé pour la semaine, que ça va baisser de 5 à 7 sous. Alors, une victoire politique retardée, mais une victoire quand même pour le gouvernement. Très bien, merci Jacques. François Gravel, chez vous, au café cette semaine. J'avais identifié le même sujet, moi aussi, sous une hausse qui revient à la charge. Comme ça, je trouve ça très intéressant. Et je suis quand même curieux de voir si cette fois-ci, elle va y arriver. La dernière fois aussi, que l'ajusteur carbone qui devait être supprimé semblait avoir grande confiance que cette fois-ci serait la bonne. L'ajusteur a été éliminé. Le prix de l'essence, lui, n'a pas bougé. Alors, le gouvernement revient à la charge cette fois-ci en demandant à la commission de calculer le prix du repère de l'essence différemment. La compréhension du gouvernement, l'annonce a eu lieu hier soir. On n'a pas eu tous les détails encore, c'est que ça va être beaucoup plus difficile cette fois-ci pour l'industrie de s'objecter. Que la formule trouvée, c'est quelque chose qui peut être adopté par l'industrie, par les stations-service, par les fournisseurs, les grossistes. Alors, on va voir si ça va mener à quelque chose. Est-ce que ça sera la bonne? On va avoir normalement la réponse la semaine prochaine, peut-être avant, qui sait. Et l'autre café, c'est pour Alcool Nouveau-Brunswick. Vous vous souvenez, Martine, qu'il y a une semaine ou deux, j'avais cité un exemple au Café Politique, la Nouvelle-Écosse, qui, pour se débarrasser de ces bouteilles d'alcool américain, les a mis en vente, mais en donnant les profits à des œuvres de charité. Eh bien, on vient d'apprendre que les sociétés d'alcool de l'île du Prince-Édouard et de Terre-Neuve font la même chose aussi. Le Nouveau-Brunswick, par contre, lui, se laisse encore tirer l'oreille. C'est une formule intéressante parce que même si on essaie de vendre ces bouteilles-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés, qui ne veulent pas les acheter parce que c'est américain, la guerre commerciale, la solidarité. Mais si on dit que cet argent-là va à des œuvres caritatives, là, par contre, ça peut intéresser certaines personnes. Absolument. Bien, je vous remercie tous les deux. Je vous laisse retourner à votre liste de cadeaux. Il vous reste encore une semaine pour y travailler, Jacques et François. C'est devenu une tradition au Café Politique. Le dernier vendredi avant Noël, on fait la distribution des cadeaux. J'ai déjà très hâte à notre rendez-vous de vendredi, mais je vous remercie pour aujourd'hui. On continue de vous lire dans l'Acadie Nouvelle, François Gravel, et on suit vos reportages à CBC, Jacques Poitras. Merci beaucoup tous les deux. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.